Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux, l'équipe de Convergence et moi-même, de nous voir enfin rassemblés. Ça fait longtemps. Rassemblés ici, à Paris, dans l'enceinte de ce magnifique Palais Brongniart, qui nous a tant manqué, mais aussi un peu partout dans le monde. Donc, comme nous sommes tous les maillons d'une même chaîne, nous sommes aujourd'hui connectés, démultipliés, auprès de toutes celles et tous ceux qui nous regardent, nous écoutent et pourront interagir avec nous en ligne, grâce à notre plateforme digitale, dans des dizaines de pays, des centaines de territoires, des milliers de villes. J'ai donc l'immense plaisir et privilège de m'adresser à tous, identité individuelle, culture propre, et d'ouvrir officiellement cette première édition du Forum mondial Zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Une première édition, donc, pour un objectif commun, celui de concilier les enjeux sociaux, environnementaux et économiques, piliers du développement durable, piliers du 3.0. Ce monument, dans lequel nous nous trouvons, est symbolique. Le Palais Brongniart était la première bourse de Paris. Symbolique parce que c'est ici que nous échangerons aujourd'hui et demain sur la transformation de nos modèles de société. Ce monument, nous le connaissons bien. Et lui aussi nous connaît bien, car ce forum n'est pas notre premier. Il succède à 12 éditions annuelles du Forum mondial Convergence. En effet, c'est depuis 2018 que notre association, Convergence, née de la coopération et de la solidarité internationale, incarne une vision et une voie d'avenir, celle de la co-construction, celle des partenariats multi-acteurs au service du bien commun. Durant ces 13 années, entreprises, investisseurs, acteurs publics, académiques, ONG, acteurs de la société civile se sont saisis de notre appel et ont fait de ce forum un laboratoire de l'action multi-acteurs. Cette vision est devenue un principe incontournable avec la prise de conscience à l'échelle mondiale de son importance qui a été reconnue par l'agenda 2030 des Nations Unies et l'ODD numéro 17 visant à renforcer les moyens de mise en œuvre des partenariats pour le développement. Ce forum et les travaux de réflexion que nous menons toute l'année, nous ne les réalisons pas seuls, mais avec des centaines d'organisations membres de nos groupes de travail en France et dans de nombreux pays à travers le monde. Ce sont eux qui nous nourrissent, ces groupes de travail, qui font notre force et qui nous permettent de montrer comment opérationnaliser cette voie d'avenir en mettant en valeur les initiatives et les innovations des acteurs de terrain. Ces dernières années, le principe incontournable d'une indispensable et urgente conciliation des 3 piliers du développement durable s'est affirmé comme un axe central des réflexions et des discours des acteurs engagés dans les transitions au sein de tous les secteurs. Depuis le début de l'année dernière, le monde est frappé par une crise sanitaire sans précédent pour notre époque, aux conséquences économiques et sociales déjà désastreuses, pour les plus vulnérables surtout, mais pas que. En parallèle, les effets du dérèglement climatique apparaissent de plus en plus hors de contrôle. Et là aussi, les conséquences impactent les plus vulnérables surtout, mais pas que. Les transformations qui permettront de parvenir à un monde durable et inclusif pour le plus grand nombre sont plus indispensables et plus urgentes que jamais. C'est pour contribuer plus efficacement encore à ces transformations que Convergence a pris la décision de faire évoluer le modèle de son forum mondial. La ligne éditoriale du forum s'axe désormais sur la mise en œuvre concrète des principes du 3.0. Ainsi,
Pour incarner cette nouvelle dynamique, le Forum mondial Convergence devient le Forum mondial 3.0. Après avoir porté un plaidoyer pour les partenariats multi-acteurs, désormais plus matures, Convergence s'attache maintenant à porter un plaidoyer pour la conciliation des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Par ce changement, la fin se substitue aux moyens. Pendant 2 jours, avec plus de 200 experts qui interviendront sur près d'une cinquantaine de tables rondes et d'ateliers, accessibles à de milliers de participants, nous porterons ce plaidoyer au travers de grandes thématiques. Transformation des modèles économiques et des organisations, innovation sociale et lutte contre les inégalités, coopération et solidarité internationale, finance à impact, action climatique et protection de l'environnement, dynamique citoyenne et inclusion de la jeunesse, innovation territoriale au service des transitions. Pour en parler, j'invite à prendre la parole à mes plus proches partenaires, aux plus proches partenaires de Convergence, qui sont au sud comme au nord la cheville ouvrière de ces actions de terrain et qui œuvrent de concert pour la construction d'un monde zéro exclusion, zéro carbone et zéro pauvreté. Frédéric Roussel, président de Convergence, fondateur, cofondateur de l'Alliance mondiale 3.0, Luis Oquiniena, président de Gawat Kalinga et cofondateur de l'Alliance mondiale 3.0, et Alexandra Mitsotakis, fondatrice du World Human Forum. Bon, merci beaucoup. Je vais essayer d'être très rapide. Je sais aujourd'hui qu'à la différence des forums précédents, je m'adresse à vous dans la salle, mais aussi à la caméra, et à travers la caméra, à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Je ne pourrais pas faire en anglais et en français mon speech, donc I will just say that to all the English speakers, je vais juste dire à tous les anglophones que je suis très content pour la première fois de pouvoir m'adresser à vous directement, et j'espère que vous pourrez suivre ce forum grâce au streaming que nous allons mettre en place pour les 2 prochains jours, et je vous souhaite la bienvenue. Je disais effectivement, il y a 13 ans, quand nous avons lancé Convergence, il nous semblait important à l'époque, où le message n'était pas forcément sociétal, d'insister sur la fin de l'approche en silo et l'idée que nous tous, acteurs de la société civile, entreprises, acteurs publics, devront travailler ensemble, en convergence, pour un monde meilleur. Un monde qui concilierait l'équation un peu contradictoire d'un monde plus vert et plus capable de survivre à l'homme, et en même temps d'un monde moins pauvre, plus égalitaire, avec la croissance que cela signifiait, pour permettre à tout le monde d'accéder à une existence décente, et donc un poids supplémentaire sur les ressources naturelles de notre planète. Donc, l'idée était de voir comment on pourrait concilier cette contradiction. Je ne dis pas que nous sommes arrivés. Comme l'a dit fort justement Thibault dans sa présentation, nous avons décidé au bout de 12 ans de passer à une nouvelle étape. Il ne s'agit plus seulement d'un moyen qui est de servir de porte-voix aux convergences qui existent déjà sur le terrain en action pour le 3.0, ou de susciter des vocations, mais désormais d'agir plus concrètement et de façon beaucoup plus globale sur la question du 3.0, zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous souhaitions présenter formellement notre projet d'Alliance mondiale du 3.0, qui pour l'instant a 2 membres, mais enfin, en même temps, 0, 1, 2, donc on a quand même beaucoup progressé. 2 membres, une ONG du Sud, représentée par Gawat Kalinga, qui nous vient des Philippines,
et une ONG humanitaire du Nord, Acted, ONG française qui travaille donc dans l'humanitaire et qui est largement représentée dans la salle. Cette alliance mondiale du 3.0, nous l'espérons ambitieuse, nous l'espérons globale, et nous espérons qu'elle dépassera les 3 membres dans un an et qu'elle sera un contributeur, certes modeste, mais nous espérons important, dans la prise de conscience, enfin plutôt, dans accompagner ce qui est une prise de conscience universelle et que le Covid et les dérèglements climatiques ont bien montré. Nous sommes tous différents, nous parlons des langues différentes, mais face au Covid, nous sommes tous des êtres humains. Face au dérèglement climatique, nous sommes tous des êtres humains. Et même pour ceux d'entre vous qui ne sont pas humanitaires, face aux misères du monde, nous sommes tous des êtres humains. Donc, voilà, on m'a demandé de dire quelques mots à l'auditoire. And again, I'm sorry if I had... Et une fois de plus, désolé d'être obligé de parler français. Et pour les anglophones, the English text. Je suis sûr que le texte en français est à l'écran. Si ce n'est pas le cas, vous le recevrez demain. On m'a demandé de prononcer quelques mots dans une langue étrangère, pas en anglais, parce que mon anglais est assez pauvre, mais puisque j'ai passé un mois en Afghanistan, à Kaboul, je vais peut-être dire quelques mots à mes collègues afghans. Mon perse n'est pas très bon, je vais lire ce que je vais dire. Afghanistan Daryak Boran Jadid Ast. Maba Mardom Afghanistan Astim Wa Meganem. Dar de Shoma Ba Darke Mekanam. Omid Daram Ka Bacher Mushkil Al-Shomed. Baz. Umba Shoma Astim. Malgré tout, nous sommes avec vous. Je répète ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Et je cède la parole à l'autre pilier fondateur de l'Alliance, Luis Oquiñana, qui représente l'ONG exceptionnellement efficace et brillante qui contribue à transformer les Philippines. Thank you. Hello. Can you... Merci. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien malgré le masque? Bonjour à tous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Nous vivons des jours extraordinaires qui nécessitent des efforts extraordinaires de chacun d'entre nous. Je voudrais vous remercier de venir ici, d'être présent, de votre propre manière. Vous êtes des points brillants, vous illuminez. Vous êtes des étoiles, malgré les nuages, parfois, qui flottent sur l'humanité. Et chacun d'entre nous, nous devenons des constellations avec les missions qui sont inspirantes. Et c'est pourquoi je suis convaincue que nous avons un espoir. Et donc, dans les années à venir, nous pouvons ajouter de la valeur à ce concept de zéro. Donc, j'ai voyagé pendant 11 heures par avion pour passer toute cette journée avec vous. Et pour cela, j'ai également dû être en quarantaine pendant 20 jours. 20 jours également qui ont été une inquiétude pour les membres de ma famille. Mais encore, je me suis demandé la chose suivante. Si l'avenir de ce concept de zéro vaut la peine de se battre, c'est-à-dire zéro exclusion, zéro pauvreté, zéro carbone, alors je suis convaincue que tout cela en valait la peine. Et cela me donne également pas seulement de la fierté, mais également de l'encouragement de voir tous ici
pour mieux comprendre ce triple zéro, ce 3-0, également pour s'apprécier les uns les autres, pour comprendre comment nous faisons les choses dans nos domaines respectifs de mission qui nous est attribués, que nous avons choisi aujourd'hui. Nous allons combler les erreurs liées au climat, la pauvreté, entre autres. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est traduire tout ce que nous allons dire et entendre en action. Et je crois vraiment que cette alliance 3-0 ne consiste pas simplement en une invitation, mais également à relever le défi quant à la façon dont nous pouvons construire une nouvelle culture qui peut transformer véritablement la façon de penser, la façon de faire, la façon de se reconnecter. Ces points lumineux, ces étoiles dans le ciel, ces étoiles d'une constellation, comme je le disais, donc de façon que nous puissions mettre en place un bien commun. Et donc nous espérons, j'espère que c'est dans ces 2 jours à venir, nous allons commencer à vivre ce rêve, et bien même au-delà, que nous allons joindre nos efforts les uns avec les autres. Et donc il s'agit non seulement de la génération actuelle, c'est-à-dire nous, mais également les générations à venir, les plus jeunes. Ces générations qui seront les décideurs dans quelques années, que ce soit les enfants, les étudiants qui vont devenir des ingénieurs, des entrepreneurs, des PDG dans les 10 années à venir. Ce triple zéro, ce 3-0 nous porte un défi, nous inspire aussi pour mettre de la valeur à ce concept zéro. Parfois, on me demande quel est le but au final de ce concept zéro. Eh bien, je crois que le concept zéro nous a été introduit pour y réfléchir, pas simplement parce que cela n'a pas de valeur, mais surtout parce que c'est une valeur ajoutée. Cela ajoute de la valeur. Parce que de 1, ça devient 10, de 10, ça devient 100, mais de 0, cela signifie que nous nous connectons les uns avec les autres. Nous sommes plus altruistes de façon à construire un meilleur avenir pour le bien commun, dans l'intérêt de tous. Comme on dit en philippin, nous en faisons partie. Donc c'est diffusé. Donc je m'exprime aussi en philippin, comme vous l'avez compris. Alors cela, bien sûr, nous inspire tous, à savoir que quelqu'un ou un groupe du Sud pourrait se faire entendre ses voix. Merci. Merci beaucoup. Au moins, je connais quelques mots de français, n'est-ce pas? Bonjour. I'm so happy to be here with you today. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. J'étais impatiente après avoir reçu cela d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle c'est un plaisir énorme pour moi d'être présente ici et de pouvoir inaugurer cette première session. Lorsque je me suis réveillée ce matin, je me suis dit, je vais partager avec vous une anecdote quant à la raison pour laquelle je suis ici, la façon dont j'ai rencontré Acted, Convergence et l'Alliance 3.0, et cela remonte à il y a 3 ans, en fait, simplement juste 3 ans avant donc le Covid, avant que la Covid ne perturbe les choses. Et donc, avant l'Assemblée générale de l'Alliance, Monsieur Perron, qui est présent ici, était à Delphi, vous voyez, en Grèce, à Delphes en Grèce, où il y a les oracles, n'est-ce pas? Et donc, il m'a demandé à me joindre à ce forum pour découvrir ce sujet, parce que je ne connaissais pas ce forum. Donc, j'étais invitée il y a 3 ans, et donc, entre-temps, j'ai découvert 2 choses qui me seraient extrêmement intéressantes. Premièrement,
savoir qu'il n'est plus, il ne s'agit plus de choisir entre la lutte contre l'exclusion, la pauvreté, le climat, les changements climatiques. Mais il y a 20 ans, par exemple, il y a une ONG qui s'appelle ActionAid. Moi, je me suis souvenu qu'à l'époque, j'avais une deuxième réflexion. Pourquoi enfin, mon choix, c'était, est-ce qu'il s'agissait vraiment de lutter contre la pauvreté et l'exclusion, et est-ce que c'est pas moins important que se battre aussi lutter contre le changement climatique, etc. Et donc, j'ai compris au fil des années que tout cela était intimement lié. Et donc, j'ai découvert autre chose aussi, que cette conviction que personne ne réussirait seul. La société civile que je représente dans mon pays, la Grèce, nous avons besoin également du secteur privé, mais également du secteur public. Nous avons besoin des universités, mais également des médias. Nous avons besoin de tous, parce qu'ici, il s'agit non seulement d'un changement du profil de la civilisation, de la culture, etc., du monde. Et donc, tout cela signifie donc un nouveau modèle. Et donc, je me suis dit, tiens, la convergence, je ferai connaître cela en Grèce. Et donc, Frédéric m'a dit, voilà, nous allons faire un forum près de la Madeleine à la Bourse. Et donc, je vais faire l'équivalent en Grèce, que j'appellerai de son nom, de sa traduction en grec. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites à Delphes, dans vos montagnes? Qu'est-ce que c'est cette idée de ce forum? Et j'ai répondu, bien, voilà, c'est un peu compliqué, on travaille toujours sur le concept, mais c'est certainement plus que vous faites ici. Alors, cette personne qui m'a posé cette question, qu'est-ce que vous voulez dire par plus encore? Eh bien, j'ai dit, voilà, vous travaillez sur 2 dimensions, le social, l'économique, et puis également l'environnement. Nous, on ajoute une 3e dimension. Et cette 3e dimension, c'est ce que nous pourrions appeler les valeurs, les objectifs. Cela inclut la spiritualité, la philosophie, la psychologie, le bien-être. Je me souviens que Frédéric me regardait alors et me disait « Ah, bah vous parlez en fait au gourou de ce monde ». Il l'a dit en français. Vous vous intéressez au gourou. Donc, moi, j'ai répondu oui. Et c'est ce que nous devrions tout faire. Parce qu'en fait, on parle au cœur, on parle à nos cœurs. Et on ne devrait pas oublier que nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des humains. Si c'était le cas, nous n'aurions pas créé le chaos, le quasi-chaos qui existe aujourd'hui dans le monde. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cette 3e dimension. Donc, 9 mois plus tard, nous sommes tous retrouvés en Grèce à nouveau. Thibault était là, Frédéric aussi, et nous avons lancé Convergence, le forum Convergence. Et juste avant cela, nous étions encore à Delphes, dans les montagnes, donc le lieu des oracles. Donc, le lieu où, il y a des centaines d'années, c'était probablement le lieu du dialogue et du respect, de la diversité, de la pluralité. Un lieu où les humains de toute la Méditerranée allaient rechercher de la sagesse. Ils venaient de l'Égypte, de la Perse, de Rome, mais également de toute la Grèce. Et cela a duré pendant des centaines d'années. Et donc, Delphes était appelé par les historiens probablement le premier ONU. Cela n'appartenait, Delphes, c'était un lieu qui n'appartenait à aucune personne. C'était un lieu neutre où les gens pouvaient se réunir pour parler, pouvaient dialoguer. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Delphes, parce que c'est ce que nous pensons qui est nécessaire dans le monde aujourd'hui. Un lieu où tous peuvent se rencontrer, peuvent travailler dans un esprit respectueux de la biodiversité, parce que il faut aller au-delà, il faut vraiment résoudre ces questions liées aux problématiques sociales, environnementales, etc. Il s'agit également de ce qui nous rend heureux, la raison pour laquelle nous faisons tout cela. Et puis, il y a plusieurs réponses à ce que nous appelons l'intelligence ancestrale. Et donc, à Delphes, dans le temple d'Apollo, tout cela a déjà été écrit. Le fameux « connais-toi toi-même ». C'est un point de sagesse qui est extrêmement important et que pourtant nous tend à oublier. Et donc, il n'y a rien en excès. Donc, aujourd'hui dans notre société, est-ce qu'on est en excès ou pas?
probablement pour ce qui est des biens matériels, mais pas suffisamment pour ce qui est en revanche des relations humaines. Ce que signifie être humain. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Delphes. Et c'est là où nous avons conçu nos outils. C'est ce petit tube. Donc, si vous pensez que vous savez la réponse, alors il s'agit de désapprendre ce que vous savez, parce que probablement ce que vous savez déjà, c'est très probablement faux. Ce petit tube dit, par exemple, bleu va avec le bleu, vert avec le vert. OK. Nous, on croit que c'est le contraire. Il faut aller remettre tout cela en question. Et comme disaient Frédéric et Thibault, il faut connecter les points. Il faut aller au-delà de nos silos. Et donc, on voit ce petit élément. Le premier côté, c'est la pérennité, la durabilité. La deuxième, c'est la démocratie, parce que nous ne pensons pas que nous allons réussir à créer une économie durable sans la démocratie, sans permettre à tous de faire partie de la transformation. Tous doivent faire partie de ce changement. Mais il s'agit également de tous les citoyens qui doivent faire partie de ce changement, qui doivent contribuer à ce changement. On doit faire partie de... On doit également intégrer la troisième partie de cet élément, c'est-à-dire l'éducation. Et donc, il faut réfléchir, il faut prendre en compte ce qu'on apprend et réfléchir, penser les choses de manière nouvelle, renouvelée. Et donc, il s'agit d'une éducation qui se repose sur les 4 C, les lettres, la lettre C, 4 fois la lettre C. Communication, créativité, etc., etc. Et puis, un 5e C, c'est-à-dire la compassion. Donc, si l'éducation portait sur tout cela, cela aurait aidé. Voilà, ça permettrait d'arriver au quatrième partie de ce cube, de cet élément, c'est-à-dire la réflexion, l'esprit critique. Et parce qu'il faut se changer, se transformer soi-même dans un premier temps, avant tout. C'est ce que disait Gandhi. C'est la première chose à faire pour pouvoir envisager un changement. Donc c'est ça qui est extrêmement important. Pour la plupart des personnes qui travaillent sur la transformation, dans ces systèmes de transformation, ils oublient ce point. Et donc c'est simple. Donc permettez-moi de partager avec vous une bonne nouvelle. Il y a des personnes en Suède à l'heure actuelle qui travaillent sur ce qu'ils appellent le développement intérieur, les objectifs pour le développement intérieur. On connaît les objectifs de développement du millénaire, mais, pardon, les objectifs de développement durable, les ODD. Et cela ne signifie pas que ce sera ou l'un ou l'autre, en fait, mais ça doit être les deux combinés, c'est ce dont nous avons besoin. Mais ce cube n'a pas que 4 côtés, il en a 6, donc les 2 derniers côtés, c'est d'un côté la technologie, de l'autre les arts. Et ça, c'est très important parce qu'en effet, sans la technologie, nous n'allons pas réussir. Et vous parlez à chacun d'entre vous à ceux qui souffrent de technophobie. Bien sûr, il s'agit de la motivation. Bien sûr, la technologie nécessite une certaine condition pour le progrès de la technologie. C'est également une condition pour améliorer les conditions de vie. Donc, le dernier côté, c'est les arts. Oui, pourquoi? Parce que cela parle à nouveau dans nos cœurs. Il parle à nos cœurs, c'est-à-dire la musique, le chant, la poésie, tout ce qui nous rend humains, tout ce qui nous fait mieux nous connecter avec nous-mêmes, avec les autres, avec la nature dont nous faisons partie. Et pour conclure, en grec peut-être? En grec? Vous voulez conclure en grec? Je vais rester en anglais si vous me permettez. Mais vous me pardonnerez. Donc, juste pour conclure, afin d'arriver à un monde 3.0, ce que nous appelons actuellement dans le forum une civilisation qui forme une civilisation écologique, nous devons partager les méthodologie de la convergence, mais également la méthodologie de ce petit cube. Donc, un grand merci à chacun d'entre vous de m'avoir écouté. Et donc, j'espère vous voir en Grèce lorsque nous irons à Athènes pour faire notre 2e forum convergence après la Covid, fin janvier 2022. Merci beaucoup, c'est Fraristo Poli.
en grec. Merci beaucoup à vous trois d'être nos partenaires, co-fondateurs et pionniers de cette Alliance mondiale Convergence. Et nous espérons tous que ici, à Paris, que dans le monde entier, nous allons continuer notre action commune. Ne perdez pas votre Rubik's Cube. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Madame Olivia Grégoire. Et je repasse au français. État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable. Olivia Grégoire, bienvenue au Forum mondial 3.0. Merci, ça doit se voir sur mon visage. Je suis extrêmement contente d'être ici, parmi vous, entourée de personnalités qui font. Ce monde est rempli de gens qui parlent. Et ça fait du bien d'être ce matin à vos côtés, aux côtés de celles et ceux qui font en faveur de la diminution tout à la fois, bien sûr, du carbone, mais aussi et surtout, et c'est clairement écrit, de l'exclusion, de la pauvreté. Et en vous écoutant, j'avais envie de rajouter de l'avidité. C'est un vrai plaisir d'être ici, dans le cadre de cette rentrée de nos petits, mais aussi de nous les plus grands. Et en préparant mon intervention avec mon équipe, que je remercie, je commencerai, et j'en connais un, notamment à ma gauche, à qui ça parlera. Je me disais, 3-0, c'est un slogan dont je me rappelle bien. C'est un slogan de joie, d'immense joie, que les moins de 20 ans, si on compte, en réalité, n'ont pas connu, mais dont je me rappelle bien, et avec ce nouveau nom de Convergence, 3.0, peut vraiment devenir, pour eux aussi, pour nos jeunes, un véritable cri de ralliement. Zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. On ne va pas se mentir, nous sommes encore loin du compte. Vous l'avez très bien dit à l'instant, Madame Mitsotakis, we don't want to choose between... Nous ne voulons pas choisir entre les objectifs sociaux et environnementaux. Qui nous occupe, du moins c'est un des grands enjeux qui m'occupe au quotidien, à Bercy, où j'ai eu l'honneur de porter ce nouveau secrétariat d'État, créé sur mesure, sur la volonté du président de la République, c'est toujours important de le rappeler, en charge bien sûr de l'économie sociale et solidaire que vous connaissez tous, qui existe depuis bien longtemps, mais il ne vous a pas échappé qu'on y a adjoint un petit R pour porter aussi l'économie responsable, ou plus largement, ma sincère ambition, qui est aussi sincère pour l'ensemble du gouvernement, de contribuer à la responsabilisation du capitalisme. Je crois vraiment qu'à défaut d'être arrivé à destination, et la route est encore longue, il nous faut être lucide, et je sais que vous l'êtes, on est au moins sur les bons rails. Le défi environnemental est à cette heure le plus marquant, le plus urgent. À défaut d'être relevé, il est enfin, et il nous aura fallu du temps, Convergence y a très largement contribué depuis plusieurs années. Le défi environnemental est enfin reconnu par tous les pays du monde, quasiment, depuis les accords de Paris. En 2015, un accord qui, je le rappelle, mais vous le savez, semblait juste impensable, il y a une dizaine d'années, quand les chefs d'État et de gouvernement s'étaient séparés, vous vous en souvenez, sur le constat d'échec à Copenhague. Aujourd'hui, c'est un nombre grandissant de pays, dont la France, qui se sont fixés l'objectif de la neutralité carbone à des horizons plus ou moins rapprochés. Il existe, au moment où nous nous parlons, pas moins de 2000 lois et politiques publiques au service du climat dans le monde.
Tout l'enjeu, et pardonnez la tautologie, c'est la convergence de ces 2000 politiques publiques et la convergence des objectifs. Les efforts menés depuis quelques années commencent à produire de premiers résultats. La demande mondiale de charbon a baissé de 5% environ en 2020, sa plus forte baisse néanmoins depuis la Seconde Guerre mondiale. Son utilisation a chuté de moitié en 5 ans en Europe. En juillet dernier, la Chine a suivi l'exemple de l'Union européenne en lançant son marché du carbone. Et il y a 2 jours, à peine, nous apprenions que l'essence au plomb était enfin éradiquée de la planète. Bien sûr, j'entends autant les impatients légitimes que les esprits chagrins. C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau à l'échelle de ce qu'il nous reste à faire. Et je ne vais pas me débattre, ils ont raison, c'est une goutte d'eau. Mais ce sont ces gouttes d'eau qui s'accumulent régulièrement, qui s'intensifient, qui se multiplient entre pays, entre continents, qui vont nous permettre de converger vers l'objectif que vous portez depuis plus d'une dizaine d'années, et je tiens sincèrement à vous en remercier. Avec la loi climat et résilience, qui a été portée depuis plusieurs mois et qui a été promulguée au journal officiel il y a quelques jours, la France entend montrer très concrètement sur son territoire vraiment ce qui peut être entrepris de façon tangible, de façon efficace. Là aussi, les esprits chagrins, lorsque j'étais au banc au Parlement, me disaient que ça n'était que des gouttes d'eau. Et cette loi, elle est intéressante, je ne vais pas y rester trop longtemps, elle est intéressante, pas tant dans son titre chapeau, comme on dit, c'est pas tant climat, résilience, moi qui me... C'est le titre des chapitres. Se loger, se nourrir, produire, travailler, se déplacer. Dans chaque item du quotidien, du moment où vous vous levez, comme moi le matin, au soir, cette loi vient scander des changements majeurs, des changements calés dans le temps, pour que nos pratiques individuelles au quotidien, et notamment nos pratiques de consommation, au cœur des enjeux que vous défendez, puissent enfin évoluer. Aujourd'hui, le défi environnemental, il est complexe, et notamment, vous l'avez très clairement dit tous, et vous le portez là aussi depuis des années, parce qu'il n'est pas le seul. J'apprends beaucoup, ça fait pas très longtemps que je suis au cœur de l'univers politique. J'étais au banc, comme on dit, derrière Édouard Philippe, alors Premier ministre, lorsqu'à l'hiver 2019, la taxe carbone a été suspendue. Il faut apprendre, je crois, dans la vie tout court et pas qu'en politique, de ses erreurs, de ses difficultés et parfois de ses échecs. Et moi, j'ai retenu une leçon très claire. La transition écologique ne se fera pas sans ou contre la transition sociale. L'acceptabilité sociale, la propension des politiques, des gouvernements à embarquer l'ensemble des populations, et non pas uniquement celles qui l'appellent de leur vœu ou celles qui ont les moyens de mener cette transition écologique, est aujourd'hui un impératif. Si aujourd'hui on parle de croissance verte, c'est aussi parce qu'il faut être lucide, et je crois que c'est une valeur que nous partageons. La croissance, c'est aujourd'hui le seul mécanisme que nous connaissons pour garantir la prospérité des peuples, à la fois de tous les peuples, mais aussi de tout le peuple, sans exclusion. Un mécanisme aussi simple et séduisant que la taxe carbone, j'y reviens, peut devenir néfaste, voire totalement contre-productif, s'il est appliqué trop brutalement, sans tenir compte de l'acceptabilité sociale de la mesure. Cette amère expérience, vécue pour ma part au Parlement, et dont je me rappelle aujourd'hui au sein du gouvernement, doit, nous, politiques, nous faire prendre la mesure de ce que vous, ONG,
convergence portée depuis des années, carbone, mais aussi exclusion et pauvreté. Un pays vert, quoi qu'en pensent les chantres de la décroissance, dont les discours sont souvent bien écrits, mais dont la réalité me semble encore assez illusoire, un pays vert ne peut pas être un pays vide. Il ne suffit pas de décréter l'interdiction des industries polluantes. Il faut aussi soutenir la reconversion des sites, l'accompagnement des salariés en faveur des industries propres. Il ne suffit pas d'interdire la voiture thermique. Il faut, au plan industriel, en parallèle, rendre la voiture électrique abordable pour éviter les ruptures de charge qui, comme toujours dans notre histoire, frappent toujours les plus fragiles, les plus modestes et les catégories les plus populaires. Il ne suffit pas, c'est ce qui m'a marqué aussi ces dernières années, il ne suffit pas de décréter le délit d'obsolescence programmée et de dire ensuite aux entreprises, débrouillez-vous. Encore faut-il les accompagner et mettre en place des dispositifs pour qu'au plan de la production, au plan industriel, elles soient alliées et non pas adversaires de la création de ce nouveau délit. La liste est longue, je pourrais en faire une liste d'1 heure, mais je vais vous éviter ça. Mais il ne suffit pas de décréter. Il faut accompagner les femmes, les hommes de nos sociétés dans ces transitions. La question qui se pose dès lors, c'est quels sont les moyens de cette transition, qui peut la pousser? Et bien entendu, sans hésitation, la réponse passe bien entendu par l'État. Mais pas que. Et vous l'avez dit aussi, ensemble, il y a quelques instants. No change alone. L'État, oui et 3 fois oui, avec les entreprises, avec la société civile, avec les ONG. Le marché, du moment qu'il est ouvert et régulé, il a les moyens de porter le changement. Il l'a fait. Ça devient quasiment politiquement incorrect de le dire, mais il l'a fait depuis des décennies, ce marché. On peut blâmer le capitalisme pour toutes ses dérives. Je voudrais cependant qu'on n'oublie pas, comme c'est un peu souvent le cas, ses succès, ce qu'il a permis aussi. Ce régime qui, pour paraphraser Churchill, est possiblement le plus mauvais des régimes économiques, mais à l'exception de tous les autres. Qu'avons-nous à dire de l'essor fantastique de pays, de populations entières qui ont vu émerger ces dernières années, ces dernières décennies, des classes moyennes, qui ont pu sortir de la pauvreté, travailler, amener leurs enfants vers l'éducation, s'émanciper? Comment comprendre l'exceptionnelle accélération de la condition des femmes, tenue depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires, dans une position inférieure? Là aussi, il nous reste du chemin. Mais incontestablement, on peut repeindre la réalité, mais ce n'est pas mon jeu préféré. Le capitalisme a été, depuis des décennies, plutôt au service de l'émancipation de la cause féminine, mais aussi de la cause infantile, vous le savez bien, les taux de mortalité infantile, l'éducation des enfants. Même si ça devient quasiment politiquement incorrect de dire ça, j'ai à cœur de le rappeler parce que je crois profondément que le capitalisme, parce qu'il a été le plus puissant moteur de la transition de nos sociétés, peut encore faire de grandes choses à leur service. Il est évident, et je pense qu'on partage ce point de vue, que sa financiarisation extrême est la conséquence directe d'une tentation malheureuse, celle qui a consisté, en un mot, à laisser tourner le moteur, avec l'idée que la route d'une croissance durable était une ligne droite. Cette ligne, elle a été tracée par l'ONU quand elle a été mise au point en 1990, avec l'indice de développement humain, calculé à partir du niveau de revenu, de l'espérance de vie, mais aussi de l'éducation. Ces priorités et ces mesures étaient celles de 1990, et ces priorités ont été en constante progression au plan mondial.
de 0,597 en 1990 à 0,737 en 2019, une hausse d'environ un quart de cet indice. Mais oui, le monde a changé depuis 1990. On ne peut plus mesurer, je crois, le niveau de revenu par seul PIB par habitant, ni l'espérance de vie sans considérer la bonne santé, ni tout simplement considérer le développement sans prendre en compte sa durabilité. C'est ce à quoi nous allons très prochainement nous attacher pendant la prochaine présidence française de l'Union européenne. En tant que secrétaire d'État à l'économie responsable, je porterai, et je peux vous l'assurer, haut et fort, l'économie responsable et la responsabilisation du capitalisme dont nous ferons, à la demande du président de la République, une des priorités de la présidence française de l'Union européenne. Cette responsabilisation du capitalisme, elle passe incontestablement par la transition durable de nos entreprises. Un exemple simple. Nous voulons, et nous le porterons dans les mois qui viennent, que d'ici 2024, pas dans 20 ans, dans les 3 ans qui viennent, toutes les entreprises européennes puissent de façon volontaire ou obligatoire à partir d'un certain seuil faire la transparence, donner à voir ce qu'on appelle leur performance extra-financière, c'est-à-dire renseigner, publier des indicateurs sur leur impact concret, chiffré, en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Je crois vraiment que c'est une partie de la réponse au défi du zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté. Ça n'en est qu'une partie. Et c'est tout l'intérêt d'un événement comme ce forum, de nous permettre l'échange et surtout l'émergence d'autres solutions partagées par tous les acteurs. Mais je crois qu'on partage ce point de vue pour améliorer à la fois la condition environnementale et sociale. Je l'ai dit il y a quelques jours, ça a fait un peu de bruit, mais pour la peine, je vais le répéter, parce que je le pense. Moi, je suis une femme de lettres et j'adore les paroles. J'adore la littérature. J'ai plutôt un naturel sincère. Ce n'est pas forcément la plus grande des facilités quand vous faites de la politique. Mais je crois qu'il est grand temps de dépasser même la supposée et parfois sincère sincérité des entreprises et des acteurs économiques. Et maintenant, donner à voir de façon chiffrée et tangible. Le temps des mots, ça fait 20 ans. On est en train de passer, pour caractériser les actes, au temps des données. Ça n'est qu'une partie de la réponse au défi du zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté, mais c'est une réponse qui, à mon sens, ne doit pas être négligée. Je sais que je peux compter sur le dynamisme qui m'a précédé et qui me succédera de Convergence, de son engagement, des Frédéric, oserais-je dire, d'ONG comme Acted, engagés, encore une fois, bien avant que je ne sois là, et qu'ils seront bien après mon passage, pour vous associer aux travaux qu'on mène en France en faveur d'une économie plus responsable, plus sociale, capable de se déployer à l'échelle internationale. Convergence assure en effet, et je l'ai souhaité, et je les en remercie, je vous en remercie, la coprésidence de notre groupe de travail sur la gouvernance de l'initiative Pact for Impact, qui réunit, comme vous le savez, des pays de tous les continents pour pousser à une reconnaissance mondiale et partagée de l'économie sociale qui, sous des noms des réalités très différentes, répond néanmoins partout aux problèmes que rencontre notre croissance, avec plus de considération sociale, plus de considération en matière de solidarité. Comme le Forum 3.0, Pact for Impact fait un pari fort, s'appuyer sur la puissance de la volonté de chacun, des États, mais aussi des individus. Tocqueville le disait bien mieux que moi, il n'y a rien que la volonté humaine désespère d'atteindre par l'action libre de la puissance collective des individus. En découvrant le nom de ce forum Convergence, devenu le Forum 3.0, c'est un autre nom qui m'est immédiatement venu en tête, celui d'un classique de la littérature antitotalitaire,
le célèbre Zéro et l'infini d'Arthur Koestler. Dans ce livre, qui évoque les procès staliniens, le héros réalise que dans cette société, l'individu est le zéro et le parti est l'infini. Je veux conclure avec vous sur cette conviction forte. Dans notre société, c'est l'individu qui doit être l'infini, parce que c'est en l'individu, en chacun de nous, que réside le pouvoir du changement. L'homme est la mesure de toute chose. C'était même pas dans ce millénaire, cette citation. C'est Protagoras, ce sont les Grecs, et il est bon de le rappeler, l'homme doit rester ou redevenir la mesure de toute chose. C'est sur ce message d'espoir et de sincères remerciements pour votre engagement que je souhaite lancer, et je vous en remercie, les échanges déjà très inspirants qui vont vous animer pendant ces 2 jours. Vous pouvez compter sur mon engagement total, évidemment aujourd'hui, mais surtout dans les jours et mois qui viennent, au service d'une économie plus responsable et dont l'homme redevient ou demeure la mesure de toute chose. Très bon forum à tous et merci très sincèrement de votre engagement respectif et collectif. Merci. Merci. Merci, Madame la Ministre. Thank you, Minister. Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter d'autres intervenants à nous rejoindre sur scène, en commençant par ma collègue et adjointe, très chère Fanny, ici, à qui je passe la parole. Merci Thibault, merci à tous pour ces propos d'introduction très inspirants et qui annoncent un temps d'action pour ce forum. Sans plus tarder, je vous propose qu'on prenne un petit temps de discussion avec des acteurs qui ont en effet bien compris que le temps des mots était passé, comme nous l'indiquait Madame la Ministre, et que le temps de l'action était plus qu'arrivé. Pour débuter, je suis ravie d'accueillir 4 personnes avec moi aujourd'hui. Je souhaite inviter à me rejoindre Mamba Soirée, si tu veux bien monter sur scène. Bonjour Mamba, bienvenue à Paris. Tu nous arrives tout droit de Dakar. Tu as volé de nuit, alors merci de faire cet effort avec nous aujourd'hui. Mamba, merci à vous. Mamba, tu es cofondateur du consortium Jeunesse Sénégal, dont tu nous parleras, mais tu es aussi cofondateur et animateur du réseau Make Sense Africa. Bienvenue à toi. À tes côtés, j'ai l'honneur d'accueillir avec nous Madame Romina Boarini. Bonjour Romina. Romina, vous êtes directrice du centre WISE, vous nous indiquerez ce que signifie WISE, auprès de l'OCDE à Paris. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, j'espère que vous êtes prête pour ces 2 journées d'action. Enfin, pas tout à fait pour finir, mais je souhaiterais poursuivre avec un autre acteur très engagé, Nathan Métainier, si tu veux bien nous rejoindre sur l'estrade. Bonjour Nathan. Nathan, tu es un étudiant, jeune engagé au sein de plusieurs réseaux européens de mobilisation de la jeunesse, notamment sur les enjeux climatiques. Et tu es aussi conseiller auprès du secrétaire général des Nations Unies. Et nous serons rejoints dans quelques minutes. Bonsoir monsieur, bonjour monsieur Ngacha. Et pour clôturer cette table ronde, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous monsieur Arnaud Ngacha. Bonjour monsieur Ngacha. Arnaud Ngacha, vous êtes adjoint à la maire de Paris, en charge des relations internationales et de la francophonie. Bonjour à vous tous. Je vous adresse une question collective, si vous voulez bien vous prêter à l'exercice. Pour vous, quels sont les modèles de société souhaitables, mais surtout réalisables d'ici à 2030 ? Monsieur Ngacha. Bonjour, désolé pour ce petit retard. Quels sont les modèles de société c'est quoi votre... Souhaitable. Souhaitable. Alors, je dirais un modèle de société souhaitable. C'est un modèle de société où nous allons tous pouvoir
nous adapter au grand défi qui est celui du changement climatique. On voit bien que nos sociétés sont confrontées à cet énorme défi et à tout ce que cela entraîne en termes d'adaptation de notre modèle économique, mais pas seulement, aussi notre façon d'appréhender la société, notre façon d'appréhender notre manière de vivre ensemble. Et lorsqu'on est responsable dans une grande ville, une grande mégalopole comme Paris, la façon aussi où on va pouvoir apporter des nouveaux modèles aux habitants et aux Parisiens et aux Parisiennes. Et c'est ce pourquoi vous vous engagez aujourd'hui. Merci, Monsieur Ngacha. Nathan, quelle est la société pour laquelle toi, tu t'engages? Merci de m'inviter ce matin. C'est un grand plaisir d'être avec vous, surtout pour parler de futurs souhaitables, de futurs souhaités. Je pense que dans mon travail d'activiste pour l'environnement, pour une justice sociale, en tant que représentant de différents mouvements de jeunesse européens et jeune conseiller du secrétaire général des Nations Unies, moi je trouve que nous sommes dans une impasse. Et cette impasse, elle est d'autant plus difficile à réaliser que lorsqu'on se rend compte que les plus grands décideurs du monde se sentent aussi dans cette impasse. Et donc, forcément, imaginer un futur souhaitable quand on a 22 ans et qu'on a l'impression que tout est dans une impasse, c'est très compliqué. Alors forcément, déjà, il nous faut des politiciens qui vont plus loin que simplement lire les titres des lois, mais qui regardent aussi ce que les lois prévoient. Et quand on parle de la loi climat et résilience, par exemple, ici en France, c'est 40% de réduction de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à nos niveaux des années 90. Même l'Union européenne nous demande de faire 55%. Donc cette loi, bien sûr, quand on la lit en détail, on se rend compte qu'elle est absolument inadéquate pour nos futurs souhaitables et pour nos objectifs en 2030. Mais plus loin que du climat, moi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que ceux qui sont et qui font face, which are at the front line of the climate crisis, ceux qui sont au-delà de ce processus, qui font partie du processus de prise de décision. Nous avons besoin de gens qui font partie de cette communauté élargie. Les gens en France sont au courant de tout cela avec la deuxième génération de migrants qui font partie de ce processus de prise de décision, parce que dans nos sociétés, ceux qui sont le plus impactés par la crise climatique et les injustices environnementales sont souvent les plus marginalisés, ceux qui viennent des mouvements LGBTQI, etc. Et donc, ceux qui sont impactés le plus par les politiques européennes, par exemple, dans les Balkans, en Russie, etc., mais également nos amis autochtones dans le Nord également. Et tous font face à des problèmes de racisme par différents gouvernements, mais également, dans le même temps, ils doivent faire face à la crise climatique. Ces communautés, qu'on les mette au centre de nos processus décisionnels, parce que nous avons besoin de ces voix et bien sûr aussi de la voix des jeunes qui se tiennent toujours comme alliés de ces mouvements. Et je pense que de cette manière, on pourrait y arriver peut-être d'une plus belle façon. Et collectivement, merci Nathan. Romina, je me tourne vers vous. Quelle est la société pour laquelle vous travaillez au quotidien? Donc, au quotidien, je travaille donc dans les centres WISE de l'OCDE. La mission, c'est exactement la mission de ce forum. Donc, il y a déjà une très bonne convergence. Donc, la mission, c'est effectivement imaginer des sociétés et des économies. Donc, moi, je vais beaucoup insister sur les aspects économiques de la question, qui sont non seulement souhaitables, mais en fait nécessaires. Donc, je pense tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent nous dit de la nécessité d'agir avec grande urgence. On n'a pas fait assez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire des économies justes et inclusives,
des économies bien sûr vertes, mais aussi des économies centrées sur l'homme et sur la personne. Et j'étais ravie d'entendre Alexandra, dans la première session, nous rappeler l'importance du bien-être psychologique, bien sûr le bien-être aussi sociétal et collectif, mais aussi vraiment le côté mental et les sens qu'on a beaucoup perdu. C'est des choses qu'on a vu se dégrader énormément pendant la pandémie, et donc c'est quand même un des aspects sur lesquels on met l'accent dans tout ce qu'on fait à l'ECDE, dans les centres WISE, c'est penser vraiment des solutions qui sont intégrées, qui sont globales, qui remettent vraiment la personne au centre, des économies, comme je viens de dire, qui sont juste inclusives. Donc là, évidemment, c'est toute la question de la réduction des inégalités qui était bien importante, même avant la pandémie, mais qui évidemment a été aggravée par la pandémie, des nouvelles formes de pauvreté, d'exclusion. Donc il nous reste énormément de choses à faire. Et la question, bien sûr, du participatif, donc Nathan rappelait. Donc c'est intéressant, on a fait des études qui nous montrent qu'évidemment, les sentiments d'exclusion s'est accru. Donc si vous regardez les pays de l'OCDE dans leur ensemble, aujourd'hui, on a quelque chose comme 30% de la population qui pense d'être en fait complètement à l'écart, être mise à l'écart des décisions publiques. C'était 20% avant la pandémie. Donc non seulement un tiers de ménages a connu des difficultés financières importantes, mais il y a eu aussi une forme d'aliénation, si je peux l'appeler comme ça, en tout cas un ressenti d'exclusion qui s'accroît. Donc les participatifs, je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment une clé d'action importante. Merci Robina, et on pourra revenir effectivement sur ces conjugaisons sectorielles. Et enfin, Mamba, c'est quoi ton 2030 à toi? Mon 2030 à moi, je pense que, bon, peut-être c'est le 2030 que nous souhaitons tous, parce que je pense que d'ici 2030, ceux qui ont 20 ans, ils auront peut-être quelques dizaines d'années de plus, 30 ans on va dire, et qu'est-ce qu'on souhaite vraiment pour ces gens-là, hein, qu'ils soient nos petits frères, nos cousins, nos tontons, nos tatas, et qu'est-ce qu'on souhaite vraiment pour eux. Donc l'urgence actuelle nous montre qu'il faut agir. Et moi, personnellement, je suis heureux de voir, en tout cas dans les zones où nous intervenons, que la jeunesse n'attend plus personne. Okay? Elle est en train d'agir à son niveau. Mais à la fois, je suis, comment dirais-je, j'ai l'espoir. Mais en même temps, quand je regarde le cadre dans lequel nous intervenons, qui n'est pas structuré, des acteurs qui devaient faciliter des choses ne s'engagent pas, la jeunesse, malgré leur volonté et les actions qu'ils sont en train déjà de mener, n'ira pas loin. Donc je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, avec Make Sense, on a une vision 2030 qui est claire. Okay? C'est d'engager 10% de la population, en tout cas nos cibles, dans la résolution des enjeux les plus pressants de notre époque, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs du développement durable. Ces 10% de la population, on peut les engager sur la résolution des défis, mais seul, on ne va pas y arriver. On a besoin de collaboration multi-acteurs, que chacun, comme mon ami Sobel aimait le dire, en fait, chacun n'a qu'à faire sa part. Nous, en tout cas jeunes, on essaie de faire notre part, mais elle est limitée. Et pour qu'on arrive à ce 2030 souhaitable, et pour reprendre les mots de Convergence à 3.0, hein, qui nous réunit aujourd'hui, il faudrait qu'on apprenne à travailler mieux ensemble et que chacun dans son coin puisse faire ce qu'il faut pour pouvoir justement atteindre cet objectif que nous nous fixons et qui est l'urgence climatique, développement durable et social. Merci beaucoup Mamba. Je rebondis sur ce que tu dis en indiquant que chacun doit faire sa part à son échelle, mais aussi de manière collective, pour agir sur les enjeux les plus pressants. À Convergence, on a la conviction qu'il faut agir sur l'exclusion, les enjeux environnementaux, les enjeux économiques et sociaux. Selon vous, et je m'adresse à vous librement, peut-on parler de priorisation ou d'enjeux majeurs pour atteindre cet objectif 3.0 et cet agenda 2030 ou pas?
Monsieur Ngacha, je vous en prie. Après, ça dépend où nous nous situons. Chacun, nous sommes des acteurs, chacun dans notre domaine. Moi, je vais parler en tout cas de ce que je peux faire au niveau en tant qu'adjoint international de la ville de Paris. Je voudrais juste, avant, dire un petit mot, parce que j'ai écouté la table ronde qui nous précédait, en tout cas le discours introductif, et notamment de la ministre, et elle citait, à côté de l'action de l'État, celle de la société civile, des ONG. J'ai regretté un peu qu'elle n'ait pas cité les collectivités locales, parce que dans cet enjeu de développement durable, de solidarité, on voit bien Paris, mais comme les autres villes, hein, je ne plaide pas uniquement pour Paris, qu'on ne pourra pas réussir ces défis sans le concours des grandes villes, des villes qui jouent un rôle de plus en plus important, aussi bien auprès des ONG, de la société civile, et aussi dans la transformation. Je vais revenir à Paris, à l'action qui est menée. Donc dès 2018, il y a un plan climat, air, énergie qui a été mis en place avec un horizon 2030 pour que justement toutes les politiques publiques mises en œuvre à Paris répondent aux objectifs de développement durable. Alors, que ce soit dans la transformation de la ville, on le voit, parfois cela est critiqué même, hein, sur les choix que la maire de Paris a pu faire, sur la réduction de la voiture, sur les modes de transformation de la circulation, les modes de vie, mais également sur la politique à l'international que nous menons, puisque notre volonté, c'est de répondre à travers l'action internationale de la ville aux objectifs de développement durable. Alors comment ça se traduit rapidement? D'abord la coopération que nous menons, notamment envers un certain nombre de nos partenaires à l'international. Il faut savoir que la ville de Paris est la ville au monde qui consacre le plus d'argent à l'aide à l'international. Hein. C'est à peu près 7 millions d'euros par an. 50 millions si on prend en compte la question des réfugiés, vous en parliez, qui est un sujet fondamental. Hein. C'est notre responsabilité aussi sur ces sujets, vous l'avez bien dit, d'inclusion, d'accueil, de pouvoir jouer un rôle quand on est une grande ville comme la nôtre. Et donc on voit bien cette action qui passe par des mécanismes d'aide, des labels de solidarité pour permettre de financer un certain nombre d'actions à l'international, notamment liées par exemple à la question liée à l'assainissement, à la gestion des déchets. Je recevais la semaine dernière, à titre d'exemple, une délégation du Cameroun qui est venue me voir avec un certain nombre de maires pour savoir comment nous pouvions les aider à mettre en place des politiques publiques dans leurs différentes villes et quelles étaient les aides que nous pouvions leur apporter, financières, mais pas que financières aussi. C'est un échange d'expérience. Je pense qu'aujourd'hui, je parle beaucoup du continent africain parce que c'est un des éléments importants de ma feuille de route. La maire de Paris, l'Action internationale de Paris s'inscrivent dans ce développement de coopération avec le continent africain. On voit bien qu'il y a là, c'est un acteur, enfin c'est le continent de l'avenir, où se joue une partie de l'avenir du monde, et nous souhaitons nous s'inscrire dans cette coopération qui fait en même temps corps avec aussi cette histoire qui lie la France avec le continent africain, notamment à travers la francophonie, évidemment. Donc voilà, il y a ces accords de coopération. Il y a aussi ensuite tout ce que nous pouvons faire en termes d'action à l'international. Nous avons mené un certain nombre d'actions, que ce soit lors de la COP 21. Dernièrement, en décembre de l'année dernière, nous avions maintenu à l'hôtel de ville un événement autour des 5 ans des accords de Paris, hein, pour marquer ces 5 ans des accords, revenir sur un certain nombre d'engagements qui avaient été pris, qui ne sont pas toujours tenus. D'ailleurs, on voit, parce qu'il y a beaucoup, c'est un peu le problème, c'est beaucoup d'engagements sont pris parfois lors de ces grandes réunions internationales, mais au final, qu'est-ce que cela donne? Et c'est là aussi l'utilité des villes et des collectivités locales, c'est-à-dire qu'on est dans le concret finalement. Et la collectivité locale est appelée à agir assez rapidement
parce que les habitants, les citoyens ont un accès plus direct à leurs responsables et donc la pression est plus forte. Donc là, j'organiserai le 6 octobre prochain à l'Hôtel de Ville une grande conférence internationale sur la protection des forêts d'Afrique centrale. Donc nous réunirons tout un tas d'acteurs du continent africain, de responsables politiques, mais aussi des ONG, des chercheurs, des scientifiques, pour réfléchir, non pas en donnant des leçons à ces pays-là, mais en essayant de leur apporter des solutions et en essayant de confronter les différents acteurs qui travaillent sur ces sujets-là. Et puis, il y a un dernier point dont je vais parler, c'est la jeunesse, parce que c'est essentiel. Nous travaillons, malheureusement je ne fais plus partie de la catégorie de la jeunesse comme vous, mais nous travaillons à ce que les jeunes demain puissent vivre dans ce monde qui se présente à eux, qui sera un monde complexe en raison de l'évolution, des rivalités, et on le voit, l'actualité en Afghanistan nous montre comme le monde est en train de changer, ce que ça implique, et en même temps, de par la communication, nous sommes très très proches de tout ce qui se passe. Et donc tout ça fait résonance aussi, et la jeunesse, vous le disiez, s'empare de ces sujets-là, est très demandeur de changement, veut le changement. Ils n'ont pas du tout envie demain qu'on leur fabrique à leur place un monde dans lequel ils ne voudront pas vivre. Et donc, lorsqu'on a un responsable politique, on se doit d'être à l'écoute et de travailler avec cette jeunesse, non pas uniquement de leur dire bon, on va faire ci, on va faire ça. Donc, nous essayons de mettre en place aussi des outils, des mécanismes pour travailler avec eux. C'est l'objet de l'Académie du climat qui ouvrira à Paris au mois de septembre. Cette Académie du climat n'est pas un centre de conférence, ce sera vraiment un lieu où les Parisiens et ceux qui viendront dans cette académie pourront se former aux enjeux de l'écologie, aux enjeux de la transition écologique, mais aussi à des enjeux liés à l'économie solidaire et liés aussi à l'égalité. Vous avez eu raison de citer la question des LGBTQI+, parce que maintenant je ne peux pas en oublier, mais voilà, c'est essentiel, cette question des minorités, cette question de l'intégration, voilà, des différences. Hein, là aussi, ce sont des sujets dont la jeunesse, que la jeunesse veut se voir, elle veut que ce soit pris en compte, hein, parce que le monde tel qu'ils le vivent est un monde différent. Ils veulent être aussi écoutés par rapport à leur singularité. Et voilà. Et ça, voilà. J'ai un peu dressé un panorama. Un panorama large pour dire que ces trois enjeux d'inclusion, de réduction des inégalités et de climat sont importants. On note à l'agenda le 6 octobre, vous nous parlez de l'Académie du climat pour s'emparer de la transition écologique. Romina, j'ai envie de me tourner un petit peu vers vous. Vous nous disiez peut-être deux mots du WISE et de ce que, en termes d'analyse, en termes peut-être un petit peu plus de théorie, pour rétrograder un petit peu, c'est quoi cette intersectionnalité de votre point de vue? Est-ce qu'il y a des priorités finalement? Je vais souligner trois priorités et je vais essayer de peut-être adopter une perspective un petit peu complémentaire par rapport à celle de l'intervenant précédent. Effectivement, donc on fait pas mal d'analyses à l'ECDE et à WISE, et donc on a fait, donc en particulier, on s'est vraiment occupé de conceptualiser la transition juste. Alors c'est vrai que à côté des activistes, quand on parle de conceptualiser, ça fait tout de suite, oulala, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup et n'agissent pas. Néanmoins, en fait, partir de la même définition, on a constaté que c'est très important parce qu'il a fallu cadrer les problèmes et surtout mobiliser les bonnes données. Donc il y a eu de nombreuses recherches, évidemment dans plein de pays de l'OCDE, mais à l'échelle internationale, il n'y a pas évidemment on va dire une seule doctrine qui va définir de la même façon, qui va essayer vraiment d'aller venir avec des chiffres qui parlent sur cette question. Donc on a fait ces travaux-là, on les a publiés il y a quelques mois.
Et donc, surtout, à partir de cette analyse qui essentiellement nous a montré qu'il y a une relation très forte entre les inégalités et les changements climatiques et la dégradation ambientale, enfin de l'environnement, à partir de cette analyse-là, donc, qui nous dit par exemple que la santé des personnes les plus fragiles est impactée davantage par la dégradation de l'environnement et les changements climatiques, ce sont les femmes, ce sont les enfants. Évidemment, souvent, ce sont les enfants qui ont des conditions de vie, des conditions de logement les plus compliquées, les plus fragiles. Ce n'est pas qu'une question d'âge, c'est évidemment aussi une question de niveau d'éducation ou plutôt de catégories socioprofessionnelles. Donc on a vu que dans certains pays de l'OCDE, c'est vraiment des travailleurs qui sont impactés, des industries très particulières qui sont impactées. Donc c'est là pour dire que, en effet, les coûts du changement climatique et de la non-action, c'est un coût qui est très mal distribué. C'est très concentré sur certaines catégories de la population. Et d'autre part, l'analyse nous montre également qu'effectivement, si on veut changer complètement les systèmes, on ne peut pas imposer les coûts, encore une fois, sur certaines parties de la population. Donc on le disait, la ministre le disait très bien, la transition écologique est d'abord, ou en tout cas aussi, une transition sociale. Donc on a des pays de l'OCDE dans lesquels on a fait les constats de grandes situations de pauvreté énergétique. Donc, ce sont évidemment des ménages qui vont avoir le plus du mal, enfin déjà aujourd'hui ont évidemment du mal à pouvoir faire face à des besoins essentiels liés à l'énergie, mais ils vont évidemment, ces ménages-là, être impactés le plus par les changements du système, qu'on va leur demander évidemment de se mettre à consommer des énergies renouvelables, d'avoir des modes de consommation qui soient durables. Donc, il faut évidemment imaginer et mettre en œuvre des solutions. Donc, à partir de cette analyse théorique et conceptuelle, on est arrivé quand même avec une feuille de route. Et cette feuille de route, l'accent vraiment est posé sur l'idée, encore une fois, de, effectivement, la conciliation, c'est-à-dire penser des solutions du début, vraiment dans la chaîne du système de politique, qui vont mettre ensemble ces objectifs-là. En fait, dans le passé, et même quand on a commencé à parler de développement durable, il y a 30 ans, 40 ans, ce qu'on faisait, on disait, il y a 3 objectifs, et donc tout le monde travaillait séparément à des objectifs. Là, aujourd'hui, on dit, non, en fait, c'est le même objectif. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des politiques publiques qui jouent énormément sur les complémentarités. Donc, il nous faut des politiques qui, à la fois, ou des solutions, parce que ce n'est pas que les politiques publiques, mais évidemment, politiques publiques et solutions, par exemple, tout ce qui est fait les secteurs privés, qui vont vraiment régler et adresser la question de l'environnement de façon juste. Donc, par exemple, il nous faut des politiques de formation, de réqualification, il nous faut des politiques d'accompagnement, de protection sociale qui sont adressées de façon spécifique aux travailleurs qui sont dans des industries qui vont devoir le plus porter la transition vers une économie sans carbone. Il nous faut bien sûr aussi des formations, pas simplement un cours de vie, la formation continue est importante, mais aussi tout au début. Penser vraiment à des filières dans le monde scolaire, dans le monde étudiant, universitaire, etc., pour former au métier de demain, là justement, où peut-être naturellement les gens ne se formeraient pas, ou certaines personnes n'iraient pas, les femmes par exemple, ce n'est pas vraiment une minorité, néanmoins on voit bien que les femmes se forment un peu moins et sont, disons, attirées un petit peu moins par des secteurs verts. Donc tout ça, c'est des efforts à faire. Il faut aussi, comme je viens de dire, intervenir sur les côtés des politiques sociales, protection sociale, mais sur les côtés, évidemment, des politiques fiscales, parce qu'on ne peut pas, effectivement, imposer une taxe carbone ou des taxes carbone de façon inconditionnelle. Il faut vraiment penser aux impacts distributifs de ces politiques fiscales et, du coup, éventuellement compenser, ou alors, par exemple, imaginer des mécanismes, soit des compensations, soit, par exemple, des vouchers, c'est-à-dire des subventions spécifiques qui sont données aux ménages les plus pauvres. Donc ça, c'est un premier aspect. Rapidement, parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à discuter et je ne vais absolument pas monopoliser la discussion. Un autre axe sur lequel on travaille beaucoup, et je pense que ça va parler à beaucoup de ceux qui sont dans la salle et en ligne avec nous aujourd'hui, c'est la question de la finance. Évidemment, il faut transformer la finance. On a fait énormément. On a commencé avec la finance impact. C'est très bien. Néanmoins, la finance impact, ou en tout cas ce qu'on appelait à un moment donné la finance impact sociale, reste une niche. Aujourd'hui, il y a quelque chose comme 20 trillions de dollars qui sont injectés
au niveau de la planète. Donc ça, c'est l'investissement global au niveau de la planète. Il nous faut moins d'un cinquième, 3,7 trillions de dollars, c'est les coûts estimés pour atteindre les ODD. Donc on a largement la possibilité de réaliser non pas l'ambition des ODD, on peut le faire avec la finance. Et en plus, il nous reste de l'argent. Donc ça veut dire qu'on peut continuer aussi à investir dans d'autres choses. Mais donc là, il y a un potentiel énorme. Donc il faut absolument porter à l'échelle tout ce qui a été fait sur l'impact. Comment on fait? Il y a encore énormément de travaux à faire, surtout la question de la définition des standards, des données, des référentiels. On fait beaucoup à l'OCDE, on fait beaucoup à WISE pour essayer justement de converger, pour essayer de simplifier. On travaille dans beaucoup de groupes internationaux. Je vais en mentionner un qui est peut-être celui qui a été créé de façon plus récente. Donc, un groupe sous la mesure d'impact qui a été créé par la présidence anglaise du G7, qui, je trouve de façon très intéressante, a décidé évidemment de travailler sur la question de la normalisation, des référentiels, etc. Aussi sur la question de développer des nouveaux véhicules, ou en tout cas solutions finance, mais qui a décidé comme thématique d'en choisir une, c'est celle de la transition juste. Ils auraient pu choisir beaucoup de choses dans l'impact, ils ont dit on va s'en concentrer sur une, ça sera la transition juste. Donc pour vous dire que vraiment au niveau de ces processus de dialogue multilatéral, là encore l'accent est porté là-dessus. Donc sur la finance, énormément de choses à faire. Et puis rapidement, la question des alliances a été soulignée déjà énormément. Donc évidemment, ça fait aussi partie de l'essence de notre centre Voice à l'OCDE, travailler avec tous les acteurs. Évidemment, on travaille essentiellement pour appuyer la décision publique et politique, mais on travaille de plus en plus avec les entreprises. On a créé une coalition lors de la présidence française du G7, Business for Inclusive Growth. Il y a des entreprises qui sont dans la salle aujourd'hui. Et je vais les saluer, je vais les remercier d'avoir travaillé, de continuer à travailler avec nous, avec le CDE, autant sur cet agenda. Il y a d'autres coalitions qu'on va accompagner. Et donc là, c'est très intéressant parce que c'est finalement qu'on va prendre tous les outils conceptuels, théoriques, statistiques qu'on peut créer à l'OCDE et on les met en pratique. Parce qu'évidemment, les entreprises arrivent avec des vraies questions, des vrais défis. Et donc, par exemple, on a un groupe de travail dans B4IG, dans Business for Inclusive Growth, sur la question de la transition juste. Là aussi, concrètement, les entreprises se posent la question comment on transforme les modèles de production de façon assez globale, quels sont les impacts, quels sont les travailleurs, comment on va devoir revoir toute la définition des compétences, comment on va éviter la question de la concentration sur les marchés, et puis évidemment toute la question de comment on va mieux servir les parties prenantes. Donc là, on revient sur la question de penser donc des biens et des services qui seraient vraiment accessibles. Évidemment, là encore, on parle en particulier de l'économie verte, mais l'accessibilité, disons, dans des dimensions assez larges, sans doute aussi financières, monétaires, donc pour les parties de la population les plus démunies. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci, on aura encore beaucoup de matière à partager. Vous nous disiez que être activiste, c'est ne pas s'intéresser aux données, mais je pense que Nathan et Mamba s'intéressent à tous ces travaux, donc je me tourne vers vous. Rapidement, si vous faites une priorisation dans vos engagements, et surtout sur ces engagements, ces feuilles de route, ces analysés qui nous sont partagés par Romina Boareni et Arnaud Ngacha, quelles seraient vos réactions? Est-ce que vous joignez l'effort? Est-ce que c'est des propos dans lesquels vous vous reconnaissez? Si on nous y associe. Si on vous y associe, oui. D'accord. En fait, bon, nous, on est déjà concernés par ces problèmes-là. Donc, pour revenir à la question de priorisation, en tant que jeunes, on s'est focalisé sur la priorité des jeunes. Et on ne s'est pas levé du bonjour pour dire, OK, on va essayer d'accompagner des jeunes. C'est qu'on a fait une étude il y a 2 ans de cela, je pense, dans 2 pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pour comprendre la situation des jeunes. Donc, la thématique, c'était les jeunes, parole à vous. Donc, suite à ces études-là, en fait, il y a 3 enjeux qui préoccupaient les jeunes qui sont ressortis. C'est la formation, la participation et l'insertion. Donc, les jeunes nous ont dit, on a interviewé 174 organisations de jeunes, des organisations de jeunes de terrain, éparpillées dans les 14 régions du Sénégal. Et les informations que ces études nous ont révélées, c'est que les jeunes disent qu'ils ne sont pas bien formés. Donc, ils ont des formations qui ne sont pas adaptées aux réalités du marché. Ça, c'est un. Et d'autres ne sont même pas allés à l'école. Un jeune Sénégalais sur 2 n'est pas allé à l'école. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, c'est leur participation.
Les jeunes ne sont inclus nulle part, que ce soit à l'Assemblée ou même on décide des lois, etc., qui les concernent. Je pense que la moyenne d'âge là-bas, bon, peut-être la quarantaine, il y a peut-être 1 ou 2 jeunes de moins de 35 ans, peut-être à vérifier même. Et l'insertion. Aujourd'hui, la question de l'immigration, on parle. L'Afrique, voilà, a longtemps été considérée comme le continent à problème où il y a tous ces problèmes. Mais paradoxalement, moi personnellement, je viens dans une région du Sénégal où il y a toutes les ressources naturelles, okay, qui sont exploitées actuellement. Et ces jeunes-là, dans les études même, c'est les jeunes de ces régions-là qui sont beaucoup plus engagés au départ à l'immigration clandestine. Okay. J'en connais personnellement des jeunes avec qui j'ai joué qui ont péri dans la Méditerranée. Donc, la question de l'insertion, la participation et la formation sont des questions essentielles que les jeunes nous ont fait remonter, sur lesquelles nous nous engageons et qui sont notre priorité. Maintenant, c'est très complexe et on s'est réunis en tant qu'organisation. Parmi ces études-là, il y en a une dizaine qui sont sorties comme organisation leaders champions à travers leurs outils, leur méthodologie, leur approche, mais également les partenaires avec qui ils travaillent. On s'est mis ensemble, on a créé le consortium Jeunesse Sénégal. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on a créé ça et où on en est, quels sont nos projets, puisqu'il y a un atelier cet après-midi, mais juste pour vous rappeler, en fait, dans chaque environnement à ses priorités, nous, notre priorité, c'est de voir ceux qui sont architectes de notre avenir de demain, comment mieux les former pour qu'ils prennent en compte dans leur parcours de formation ces questions-là, qu'elles soient sociales, solidaires, sociales envers les humains et solidaires envers l'environnement également, et comment on peut les faire participer dans des instances de prise de décision. Il y a parmi nous même des jeunes actuellement qui sont en train de faire la tournée au Sénégal pour la participation des jeunes aux élections municipales. Si un décret qui dit, OK, bah pour être candidat, il faut 15 millions, qui de nous peut trouver 15 millions? On est tous sans emploi, on n'a pas 15 millions. Mais ne vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. Des jeunes, on est en train de les organiser pour qu'ils se mettent ensemble. Chacun n'a qu'à mettre 1 million, 1500 € pour pouvoir avoir les 15 millions et pour pouvoir justement participer à ces instances de prise de décision, puisque, croyez-moi, tout ce qui est fait pour la jeunesse, sans cette jeunesse-là, est clairement fait contre elle. Donc, et cette jeunesse-là, peut-être ceux qui décident aujourd'hui, dans 30 ans, ils ne seront plus là. C'est nous, on sera là avec les problèmes. Si on ne nous associe pas, comment on veut résoudre ces problèmes-là? Donc, il y a des efforts quand même qui sont faits. Il faut le noter. Il y a des efforts qui sont faits. En 5 ans, quand j'arrivais au Sénégal, il n'y avait pas de cadre légal. Quand je venais avec Make Sense, voilà, puisque je croyais en ce mouvement citoyen qui a fait ses preuves en Europe, puisque je l'ai connu ici à Paris et un peu partout dans le monde. Et quand je l'ai ramené au Sénégal, en fait, il n'y avait pas de cadre légal, il n'y avait pas de loi. C'est le 4 juin dernier qu'il y a une loi qui a été votée. On a beaucoup contribué là-dessus. Et il y a des grandes entreprises qui aujourd'hui étaient focalisées que sur la maximisation du profit. Ils comprennent. Par exemple, je ne vais pas citer des noms, de grosses entreprises aujourd'hui collaborent avec nous qui sont dans la construction pour la transition et le bas carbone dans leur processus de transformation des entreprises. Voilà. Et pour finir, c'est la question de la formation. Aujourd'hui, en fait, on fait des formations qu'on a héritées de 1960 qui, aujourd'hui, croyez-moi, on sort avec les diplômes, on va voir les plus gros diplômés africains qui sont là, ils font toutes sortes de diplômes, mais ils n'arrivent pas à trouver. Donc, la solution à ça, on dit, OK, bah, l'entrepreneuriat, c'est une solution, en tout cas. Ce n'est pas la solution, mais une solution. Et pour ça encore, il y a des freins. Aujourd'hui, aucune banque sénégalaise, même moi, ne soutient les jeunes entrepreneurs. Ils sont frileux. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de cadre légal qui les encourage. Aujourd'hui, nous galérons à recruter des compétences, hein, des ressources humaines qualifiées, puisqu'on n'arrive pas à les payer. Okay? Et comment peut-on assurer la survie de nos organisations si on n'a pas de ressources, on n'a pas d'organisation financière ou institutions financières publiques ou privées qui nous soutiennent, on n'a pas de cadre légal ou réglementaire qui statue et qui nous encourage dans nos défis? En fait, c'est décourageant. Mais avec la force de la coalition qu'on a, je pense qu'ils commencent à nous écouter et à prendre connaissance en fait, de ce qu'on fait, puisqu'aujourd'hui, on leur a clairement fait comprendre
que nous, on veut cet avenir-là pour nous-mêmes et pour le continent. Donc, il faut qu'ils nous écoutent et il faut qu'on se forme, ils revoient leur modèle de formation et il faut qu'ils trouvent ensemble des solutions pour offrir de l'emploi et de l'espoir à ces jeunes-là. Voilà, nous, nos priorités. Voilà. Maintenant, à Paris, vous pouvez avoir vos priorités. À Mexico, ils peuvent avoir leurs priorités. Mais je pense que si, au fond, chacun, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, fait sa part, juste à son échelle, je pense qu'on peut arriver à un avenir souhaitable et durable pour tous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà, chacun sait ce qui lui reste à faire. Et donc, tu insistes sur l'importance du dialogue. On insiste beaucoup sur les jeunes, mais de transsectoriel de manière générale. Il y a quand même énormément de choses et d'actions qui sont prises en ce sens, à l'échelle des villes, mais aussi aux échelles globales. Je me tourne vers toi, Nathan, pour faire une transition aussi rapide sur le sujet suivant qu'on voulait aborder brièvement aujourd'hui, sur déjà ce lien avec le cadre institutionnel d'une part, et sur l'efficacité et la rapidité avec lesquelles les actions sont mises en œuvre. Toi, tu as un pied dans les deux camps, si on peut les appeler comme ça, auprès des Nations Unies et auprès du réseau de jeunes européens. Donc, quelle est pour toi ta perception de l'état actuel? J'inscris un petit peu cette question dans l'actualité. Le rapport du GIEC vient de sortir. Les mouvements d'instabilité politique marquent ces derniers jours. Est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce que c'est les institutions d'un côté et les jeunes de l'autre? Est-ce qu'on y va ensemble? Bon, déjà, je vous remercie que tu aies mentionné l'Académie du climat. J'ai tout mon soutien et j'espère que ce sera vraiment tourné aussi vers les jeunes des quartiers populaires de la ville et qu'il y aura une vraie conversation autour justement de ces convergences de différences. C'est, je pense, très très important. Je pense que tout le monde l'a vu. C'était un été très triste. Il y avait des nouvelles très difficiles et moi j'y suis rentré en août et nous avons eu une réunion avec le secrétaire général des Nations Unies, comme on en a régulièrement, et j'ai posé la question à la personne en chef de la communication pour leur dire mais comment avez-vous pu balancer le rapport du GIEC un 8 août quand on essaye tous de se reposer? Et sa réponse était très claire, parce que pendant les vacances, tout le monde lit les nouvelles. Et donc je pense que c'est aussi une réalité de la situation dans laquelle on est. Nous sommes en retard. Le monde qui se dessine à la fin 2030 est un monde très très différent de celui dans lequel on est aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas non plus mon discours forcément d'expliquer à tout le monde la situation dans laquelle on va être. Par contre, ce qui m'intéresse particulièrement, et surtout dans ce contexte français, c'est rare que je parle en France, et tu viens de dire que vous aurez des rencontres sur la protection de la nature, ça c'est particulièrement intéressant. La France est un État colonial. Et ça, c'est une réalité. Notre richesse, la manière dont nous faisons le développement à l'échelle internationale est encore empreinte de ces relations coloniales de domination. Et je pense que ça, c'est extrêmement important d'en discuter en France, extrêmement important d'en discuter dans un univers comme celui-ci qui rassemble des acteurs du monde du développement aussi. Et par exemple, prenons l'exemple de la protection de la nature qui est passionnant. La semaine prochaine, il y a le sommet pour la nature à Marseille, qui est un grand moment pour discuter de ces enjeux-là. Et la réalité, c'est que la manière dont on a protégé l'environnement jusqu'à présent, c'est souvent fait en s'opposant aux populations locales et ce qu'on appelle aussi les peuples autochtones. Et très souvent, en fait, créer des grands parcs pour protéger des espaces naturels en Afrique, il y en a des très très importants dans ton pays aussi, c'est fait en reniant le droit immémoriel des populations autochtones à vivre sur ces territoires. Et ce qui continue, et des grandes ONG comme WWF continuent aussi de soutenir certaines initiatives qui vont dans ce sens. Pourquoi je vous propose cet exemple? Pour vous montrer simplement que même quand on veut faire du bien, parfois on reproduit des inégalités. Et c'est bien pour ça que quand on veut se battre
pour des politiques climatiques plus ambitieuses, pour des politiques de la biodiversité plus ambitieuses, protéger l'environnement, il faut le faire avec les lunettes de la justice sociale. Parce que sinon, tout ce qu'on fait simplement, c'est reproduire ces inégalités sociales. Et moi, c'est mon combat, c'est le combat que je mène aussi, bien sûr, sur le terrain, trouver des financements, c'est ça aussi, être activiste, et je pense que peut-être tu peux, c'est à la fois parler à des décideurs au plus haut niveau et leur dire que non, c'est pas bien juste de parler de finances, d'adaptation quand on parle du climat, mais c'est aussi aller au contact des communautés locales et trouver des financements pour les aider à faire leur travail. Et nous, c'est ce qu'on fait en Europe. Alors bien sûr, on ne le fait pas avec le reste du monde, on le fait en Europe parce qu'on est convaincu que la situation de certains pays dans les Balkans, dans la mer Noire, en Russie, est parfois similaire de la situation dans les pays du Sud et que personne ne s'intéresse à ces pays. Voilà, c'est un combat, ça ne veut pas dire qu'on est solidaire des combats de nos amis au Brésil, au Soudan et en Inde. Et voilà, je voulais juste partager ça parce que je pense que c'est très important et je vous invite tous et toutes à toujours vous questionner. Est-ce qu'on fait, est-ce que ce que je fais dans mon industrie, est-ce que ce que je fais dans mon business, est-ce que ce que je fais dans mon ONG, je ne suis pas aussi en train de reproduire des inégalités sociales? Merci beaucoup Nathan. À vous quatre, vous soulignez en fait l'importance de la complémentarité des échelons, agir en sortant de chez soi, en allant dans d'autres quartiers, en passant quelques frontières, mais aussi de manière globalisée, donc je vous remercie. Le temps file, mais j'aimerais quand même peut-être me tourner vers chacun de vous en vous demandant si vous avez peut-être un mot de la fin, un message que vous souhaiteriez porter et véhiculer auprès de notre audience ici au Palais Brongniart, mais nombreuses en ligne, avant de poursuivre sur la suite de ce forum. Et bien sûr, nous aurons l'opportunité de poursuivre nos échanges dans l'enceinte du Palais Brongniart avec grand plaisir. Monsieur Ngacha, je me tourne vers vous. Je commence. Alors moi, je suis un homme politique, alors je ne vais pas reprendre les propos tels que Nathan a pu les... Non, mais néanmoins, ce qui était intéressant... Ce qui est intéressant, c'est lorsque puisque tu m'as tutoyé, je te tutoie, lorsque tu parles de cette nouvelle façon d'appréhender la relation, notamment avec un certain nombre de pays avec lesquels, excusez-moi, la France a pu avoir un passé colonial. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense que sur ces sujets-là, si on veut avancer, il faut prendre en compte leur particularisme. Et sur la question des forêts, j'ai une discussion avec l'ambassadrice du Gabon, parce que c'est un des grands pays forestiers, et elle me disait, mais vous savez, Monsieur Gacha, le problème, c'est pas tellement dans les grandes villes, parce qu'aujourd'hui, les élites ont compris, mais comment on va pouvoir expliquer aux Gabonais qui a sa petite parcelle de terrain, qui exploite ses arbres, qu'il ne faut pas les couper, et de quoi il va vivre. Et je crois que c'est ça aussi le défi, c'est-à-dire il faut se mettre à leur place et pouvoir leur apporter des solutions, leur expliquer le grand dessin, on va dire, mais aussi en prenant en compte quelles sont leurs difficultés. Et c'est ça que nous essayons de faire aujourd'hui dans notre coopération internationale aussi, c'est d'être à l'écoute et pas seulement de dire, ben, voilà, il faut faire ça ou ça, parce que ce sont les objectifs à mettre en place, mais aussi d'écouter quels sont leurs besoins. Et ça, je pense que tu as entièrement raison. Je finirai mon propos en parlant des femmes, si vous permettez. Je vous en prie. Parce que voilà, ça a un aspect aussi important dans la diplomatie parisienne que nous mettons en place et qui, je pense, participe à ce dont nous parlons, c'est-à-dire une société plus juste, plus solidaire. C'est aussi une société plus inclusive en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes. En tout cas, moi, c'est un dossier que j'ai pris à cœur et je trouve que ce soit bien que ce soit un homme aussi qui s'en empare. Parce que je pense que cette question, c'est pareil. Ce sujet, en tout cas, sera sans doute mature le jour où les hommes considéreront qu'ils peuvent s'en emparer comme les femmes. Et parce que il est important pour l'égalité de tous, pour une société juste, que cette égalité femmes-hommes soit prise en compte, peu importe son sexe. Voilà. Donc elle fait partie des défis de la diplomatie parisienne et j'en suis très fier. Voilà. Merci Arnaud Ngacha pour ce mot d'engagement et de responsabilité collective. Romina, un mot de la fin pour vous.
Alors, je vais rebondir 12 secondes sur la question de reproduire les inégalités, sur laquelle on a travaillé évidemment beaucoup, aussi d'un point de vue du pouvoir, parce que il me semble que ce que Nathan implicitement disait, c'était souvent c'est une question de pouvoir qui est distribué de façon inégale, donc c'est un peu ça le cœur de la justice sociale et de la gouvernance. Et il me semble que si on veut avancer sur les ODD, évidemment on a créé une infrastructure, une architecture globale très compliquée. On a pensé peut-être à tout. Néanmoins, cette architecture globale, elle reste un petit peu inégalitaire. Et donc, moi, il me semble qu'il faut vraiment essayer d'appuyer le plus possible les instances, la société civile, mais les instances qui représentent les jeunes, qui représentent les minorités, les moins représentées, etc. Parce que sinon, on part de beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à aller très loin. Enfin, peut-être qu'au mot de la fin, ou même du début, je pense que dans cette enceinte, les acteurs que nous sommes tous pensons toujours à la solution, à l'offre de la durabilité, à dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit. Pensons aussi à la demande. Je me disais, si chacun de nous pensait comment on peut stimuler la demande de durabilité, la demande d'inclusion, c'est un peu le job des activistes, hein, mais je pense que nous tous, on peut peut-être aller enclencher ces processus-là, qui est un processus dynamique, qui nous met un petit peu, un mouvement sous la question. C'est pas simplement résoudre le problème, mais c'est vraiment arriver avec l'urgence constante de comment on change même les besoins, qui est finalement la question de la demande. Voilà, je m'arrête là. Et de réinterroger nos réflexes. Merci Romina. Merci à tous. Mamba, c'est quoi ton message pour ce forum et ton inspiration suite à cette discussion? Ok. En fait, c'est de croire en la jeunesse qui aujourd'hui partout est en train de s'organiser pour constituer une force nouvelle, pour proposer des solutions concrètes, efficaces, prouvées, testées, expérimentées sur le terrain, prouvées, et qui seraient moins coûteuses et qui répondraient à pas mal de besoins, en tout cas qui les touchent directement. Et voilà, donc, et aussi appeler à la collaboration, puisque je pense que là maintenant c'est plus à dire, c'est que ces problèmes sont tellement complexes qu'un acteur seul ne peut pas y arriver. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Voilà ce que je souhaite. Et le forum est un bon cadre de début et qui peut être renforcé davantage pour pouvoir faciliter la collaboration entre ces différents acteurs. Voilà. Merci à toi, Mamba. Merci. Nathan, le mot de la fin? Oui, deux choses. La première, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut s'engager dans ces dialogues, mais ces dialogues doivent être sincères. Et moi, là, je me prépare à co-présider la pré-COP 26 à Milan à la fin du mois. Et je lisais dans les infos ce matin que le ministre de l'Environnement nous traite d'environnementalistes complètement radicaux. C'est une insulte, ça ? Débiles. Donc, c'est aussi délicat de s'engager dans ces dialogues, même au plus haut niveau. Mais très rapidement, moi, ce que je pense est essentiel, et je vous invite aussi tous à le faire, c'est avoir une approche de l'empathie et de l'empathie dans le travail. Parce qu'on pourrait dire, il dit toutes ces belles paroles, c'est super sur le papier, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et je pense que concrètement, par exemple, créer des espaces d'empathie, des espaces aussi de diversité. Et ça prend aussi des décideurs politiques qui s'engagent. Moi, je vois très peu de très bons décideurs politiques avec qui je discute beaucoup, qui, dans leur staff, ont des personnes noires, ont des personnes descendantes d'immigrés, ont des personnes LGBT, ont des femmes qui peut-être, des fois, cumulent avec plusieurs personnes. Et ça, c'est très, très important parce qu'on a besoin de cette diversité pour s'engager et préparer le monde de demain. Donc, une approche empathique du leadership, mais aussi s'engager concrètement dans son travail, dans son entreprise. Et ça aussi, ça passe par l'inclusion dans le recrutement et parfois faire de la discrimination positive, même si c'est un petit peu anticonstitutionnel dans ce pays. Merci encore. Merci à chacune de vous d'avoir été avec nous ce matin. Pour clôturer cette ouverture du Forum mondial Convergence, je rebondis sur un live tweet que j'ai vu passer d'une personne en ligne qui nous disait « Les actions qui sont prises actuellement sont une goutte d'eau à côté des ambitions que nous avons pour 2030. » Pour peut-être engager vers une note différente et montrer qu'il y a de l'engagement, de l'espoir et surtout des résultats, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Adélaïde Charlier, qui nous arrive de Belgique. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, Adélaïde. Adélaïde est coordonnatrice du mouvement Climate Belgique et je lui laisse vous raconter son parcours.
Bonjour, je m'appelle Adélaïde Charlier, j'ai 20 ans, je suis belge, c'est pas nécessairement en défaut. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur cette différence entre chacun. Et c'est vrai, on a tous des particularités, on a tous en passé différent, on a tous en quotidien différent, on s'engage de différentes manières et on a un entourage différent. Mais je ne suis pas venue ici pour nier tout cela, mais je suis venue ici aujourd'hui pour dire qu'au-delà de nos particularités, il est important aussi de regarder ce qui nous relie, ce qui nous fait point commun. À 18 ans, j'ai très fort ressenti plusieurs choses que nous, jeunes, d'ici ou d'ailleurs, nous allons avoir en commun. Ce sont les impacts du réchauffement climatique, ce sont l'extinction de la biodiversité, c'est un système économique en déroute. À 18 ans, je suis tombée dans les rues en organisant avec des jeunes Belges tous les jeudis des grèves scolaires pour parler et mettre au centre de l'attention du climat. C'était en 2019 et c'est à ce moment-là que je suis devenue activiste. Alors oui, activiste, ça peut faire peur pour certains ou ça peut exciter d'autres. Pour moi, c'est un mot à prendre au premier degré. Ça veut simplement dire s'activer. Parce que premièrement, j'entends ce que les scientifiques nous annoncent, le rapport du GIEC qui est encore sorti cet été. Donc en gros, le réchauffement planétaire est dû à l'activité humaine qui impacte déjà et impactera de plus en plus tous les vivants. Et donc, nous serons la génération qui devra faire face à ces conséquences. Puis deuxièmement, j'entends que l'on peut agir, on peut freiner ces conséquences et qu'il y a des solutions. Dans ces solutions, on sait qu'il y a l'attitude personnelle face à la consommation, mais il y a surtout des décisions politiques et économiques à prendre absolument et qui sont nécessaires pour réduire, en outre, les émissions de CO2. Et puis, je constate que ces décisions, elles ne sont pas prises par suffisamment d'acteurs politiques et économiques. Mais ces décisions, ça parle de votre avenir, de mon avenir, de notre avenir. Le GIEC le dit, les décisions que l'on ne prend pas aujourd'hui augmentera les catastrophes. Et cela coûtera très cher à notre génération. Je me sens concernée par mon avenir, parce que j'aime la vie, parce que je n'ai pas envie de me dire à 30, 40 ou 50 ans que je le savais, mais j'ai rien fait. Et puis parce que j'ai 20 ans et qu'aujourd'hui, j'ai le choix de rentrer dans le déni, de minimiser l'affaire, de rentrer dans le désespoir ou de passer à l'action. Et honnêtement, le choix est vite fait. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai rencontré des dizaines de responsables politiques, j'ai rencontré des centaines de citoyens. Je suis en contact avec des jeunes qui s'activent aux quatre coins de la planète. Et ça c'est super motivant. De voir l'énergie des jeunes qui se lèvent pour changer aussi le cours des choses. Moi, ça me booste tous les matins. Et c'est ça qui m'a encore fait lever ce matin. Et puis, je vois que nous, citoyens, peut-être encore plus les jeunes, nous avons ce pouvoir, dire ce que nous refusons. Nous avons une légitimité, car il s'agit de notre avenir. Bien sûr, s'activer pour dénoncer ce qui n'est pas bien fait ou ce qu'il faut essayer de changer parce que ça ne va pas dans la bonne direction, ça peut être très très frustrant et c'est aussi très fatigant. Mais chaque jour, je vois des initiatives de circuits courts, d'entreprises qui s'engagent socialement et durablement, et puis des médias qui relaient le message climatique de plus en plus. Et des acteurs politiques et économiques, je sais qu'ils dépendent de nous, de nos changements de consommation, de nos boycotts, en bref,
de notre résistance, de votre résistance et de ma résistance. On peut s'activer à tout niveau, que ce soit à travers la communication, à travers des vidéos, que ce soit en créant des groupes dans notre famille ou dans nos groupes d'amis ou même des groupes de quartier pour créer un projet ou pour créer une manière de parler d'une alternative, que ce soit dans l'agriculture ou dans la manière dont on veut se transporter pour aller à l'école ou aller au boulot. Qu'on soit professeur et qu'on commence à parler de ça à nos élèves ou qu'on utilise une journée comme aujourd'hui pour en parler, pour discuter d'alternatives, de ce qui est possible. On peut aussi utiliser nos talents, que ce soit à travers l'art ou d'autres moyens, pour communiquer, pour en parler, pour imaginer et créer ce monde de demain qui doit être créé aujourd'hui. Moi, j'y crois. Ce sera la petite différence qui fera la grande différence. Parce que ce qui nous relie, c'est un monde commun. Le climat, il n'a pas de frontières et il nous oblige à construire ce monde. Parce que pour arriver à zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, nous avons besoin de sentir qu'on appartient à un monde commun. Merci. Un grand merci Adélaïde, merci à toutes et à tous pour cette ouverture. Je vous souhaite un bon forum mondial 3.0 et je crois que si on doit retenir une chose de ce lancement en tout cas, c'est que le futur que nous essayons de construire ensemble, ce futur 3.0, vaut la peine qu'on se batte pour lui. Merci et bon forum. Je vous invite à rejoindre les salles à 11h30 et à rester là. Nous avons une session maintenant intitulée « Sortir de la précarité énergétique et sanitaire, mobilisation nationale ». Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au logement, nous fait l'honneur d'être avec nous pour une allocution dans quelques minutes.